D'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire nul? C'est une vaste question que Al explore depuis 14 ans et à laquelle il répondra mieux que moi. Ben écoute, chiche. Fondu au noir, dernière danse. Je tire ce soir ma révérence. Cette vidéo est pour moi difficile à introduire car elle est d'un genre un peu inhabituel pour ces dessins animés-là qui méritent qu'on s'en souvienne. Je la fais pour vous annoncer mon intention d'arrêter mes vidéos en solo annuel, ces dessins animés-là qui ne méritent pas qu'on s'en souvienne. C'est donc le moment de faire le bilan général de tout ce qui est ressorti de ce segment de notre émission, et c'est ce que je vais vous proposer dans ce dernier numéro, dans mon style habituel, c'est-à-dire avec un plan abscon mais réel et des digressions sans fin sur tout et n'importe quoi. Après ça, je continuerai de faire une vidéo par an en avril, mais j'ai pas encore décidé quel en sera le thème. J'ajoute que ce n'est pas nécessairement un adieu, je n'exclus pas que les circonstances m'amènent de nouveau à gueuler contre une série. Mais cette vidéo de conclusion, j'en nourris le projet depuis plus de 4 ans. C'est en apprenant que les films du DC Animated Movie Universe formaient une série finie que j'ai décidé de reporter cette conclusion une première fois en 2021 pour faire une vidéo en solo sur ces films avec Chucky et Mayolek. La déception aussi intense qu'inattendue que j'ai ressentie devant Anatan et les enfants d'Okura m'a forcé à l'ajourner en 2022, puis le projet de longue date de faire une vidéo sur Marvel Spider-Man avec Lionel B a pu se concrétiser en 2023, et le foutage de gueule inadmissible de Teen Titan m'a contraint à un ultime ajournement en 2024. Mais malgré quelques occasions qui se sont présentées au cours de l'année dernière et que, pour des raisons que j'aurai l'occasion de donner, j'ai choisi de ne pas saisir, c'est bien aujourd'hui que je vous donne le fin mot de ces dessins animés-là qui ne méritent pas qu'on s'en souvienne. D'abord, je dois expliquer pourquoi j'arrête ces vidéos. Version courte, parce que j'aime pas spécialement les faire. Les séries elles-mêmes m'intéressent. Le fait de donner mon avis dessus m'intéresse, et le fait de dire ce que j'ai remarqué dedans m'intéresse. Mais le fait de dire du mal ne m'intéresse pas. Version longue, à l'origine, le projet de faire des vidéos négatives était celui de rendre hommage à ce qui se faisait couramment, en 2011 lorsque nous avons commencé notre émission, dans le genre review vidéo d'un produit culturel. Le registre critique négatif pour l'humour d'œuvres très mauvaises était très largement dominant, et dans le sillage de l'Angry Video Game Nerd qu'il faisait pour les jeux vidéo depuis 2004, ce genre de choses se faisait outre-Atlantique sur des médias divers et variés, jeux, films de toutes sortes, comics, animés, musique, jouets, etc. Notre propre projet, de faire des critiques positives de séries d'animation A2 en français, s'éloignait du standard dans toutes ses composantes, et mes vidéos en solo étaient un moyen de ne pas rompre totalement avec la tradition. Et en fait, ça nous a permis de constater que si ce format des critiques négatives était la norme, c'est pour une bonne raison. Ça plaît aux gens. Mes vidéos négatives annuelles continuent encore aujourd'hui d'être parmi celles de notre chaîne qui ont le plus de succès. Donc c'est vraiment pas la réaction du public qui m'inspire d'arrêter de les faire. C'est simplement que, les années passant, nous avons affirmé nos propres codes et nos propres méthodes. Nous avons peu à peu renoncé à l'humour au profit de la description et de la comparaison. Ça s'est fait tout seul, on n'a pas fait ça volontairement. Mais toujours est-il que, si mes vidéos en solo ont suivi le même mouvement général que les autres et sont devenues plus longues et plus sérieuses, décrire les séries suppose un certain enthousiasme qui n'est pas toujours compatible avec le fait d'en avoir une opinion négative. Comment ai-je préservé cet enthousiasme jusque-là ? Là encore, ça s'est fait tout seul. Et je crois bien que je rends la ficelle apparente dans la vidéo sur Anatan et les enfants d'Okura, et dans celle sur Teen Titan qui a le bon goût d'être la dernière en date, et de faire une excellente transition. C'est l'effet de surprise qui m'a motivé jusqu'au bout, car il y a des façons d'être mauvaise pour une série. Et l'effet nouveauté quand on en découvre une inédite est motivant en soi pour faire une vidéo. Ces façons d'être mauvaises sont en elles-mêmes un sujet d'étude intéressant, que je me suis du coup proposé d'explorer dans mes vidéos. Je ne prétends pas avoir été exhaustif, j'en sais rien, mais je pense avoir vu un panorama assez large, et c'est donc ce sur quoi va porter cette vidéo de conclusion. Sur ça... Et sur une autre question que nous n'aurons pas de meilleure occasion d'aborder puisque ce sont généralement mes vidéos qui font l'objet de ce questionnement dans les commentaires. La question de l'objectivité. Dans nos vidéos, nous parlons à l'indicatif. C'est bien, c'est nul, ça ne marche pas, c'est efficace, c'est judicieux, c'est prétentieux, c'est mature, etc. Or, on m'objecte à moi particulièrement, vu que c'est moi qui heurte le plus la sensibilité des gens avec mes vidéos négatives, que, je cite ou je paraphrase, on dit pas c'est nul, on dit j'aime pas. Bon. Avec tout le respect que je vous dois à vous tous, y compris à celles et ceux qui tiennent ce discours, je dois vous dire que je trouve cette objection profondément hypocrite. Alors écoutez, nous sommes tous humains. Il est important de tous nous rappeler qu'aucun de nous n'est infaillible et prendre en compte la possibilité que c'est l'autre, humain également et de dignité et de potentiel équivalent au nôtre, qui a raison contre nous. J'en suis conscient autant que n'importe qui. C'est une idée très basique, mais il est peut-être utile de la rappeler. Cependant, je crois qu'il existe une vérité en fiction, comme dans à peu près tous les domaines, qu'il y a des qualités objectives et des défauts objectifs, et donc qu'il existe une clé pour juger même les goûts et les couleurs. Cette clé, je ne prétends pas la détenir et je ne crois aucunement être infaillible. Mais lorsque je donne mon avis, bien évidemment je crois que j'ai raison, sinon je donnerais pas mon avis. Et je crois que tout le monde est comme ça. Quand nous nous exprimons, nous croyons que nous avons raison. Y a pas de mal à ça, il faut l'assumer. C'est un risque qu'on prend vis-à-vis d'autrui, et c'est ce risque qui nous permet de rester ouvert à la contradiction. Celui qui me demande de dire j'aime pas au lieu de c'est nul souhaite que je renonce à mes prétentions d'avoir raison pour conserver le confort de vivre dans un monde où ses propres convictions ne sont pas défiées.
Je refuse cet accommodement car je le trouve malhonnête et contraire à mon idéal d'un monde partagé où la vérité est la même pour tous, même si personne individuellement ne la connaît. Les raisonnements que je propose, y compris celui-là, peuvent tous être défiés, car ils ne sont sûrement pas infaillibles. Mais alors je considère que ça doit prendre la forme du débat, pas être mis sous le tapis à coup de chacun son opinion. Une société où chacun parle dans son coin sans s'écouter, sans s'ouvrir à la possibilité que le point de vue d'autrui soit la vérité et pas juste une opinion, ça ne m'intéresse pas. Après bien sûr, si on me dit chacun son opinion, j'insiste pas. Je respecte les gens et je ne veux pas leur imposer ma vision du débat. Vous ne me verrez jamais harceler un fan de Ben 10 pour lui faire admettre que Ben 10 c'est nul. Jamais. Mais je ne renoncerai pas à parler à l'indicatif. Quand je pense que c'est nul, je pense que c'est nul, pas juste que j'aime pas. Et, je l'ai déjà dit dans la vidéo sur Kangoo, il me semble que je respecte plus les gens en l'assumant qu'en ne l'assumant pas. Cela étant dit, la question n'est pas réellement celle de l'objectivité versus la subjectivité. Quand je juge les séries, je le fais par rapport à ce que je crois être les buts qu'elles se donnent. Les nouvelles aventures de Batman se donnent celui d'être aussi bien que ce dont elle est la suite, du moins elle devrait. Flipper et Lopaka ou Ben 10 se donnent celui d'être aussi bien que les autres séries du genre. Teen Titan a repris à son compte sa réputation de profondeur que je trouve usurpée, etc. Et je propose un raisonnement autour de ça. J'en expose les postulats dans chacune de mes vidéos. Ainsi, je vous propose de répartir les dessins animés que j'ai chroniqués en 5 catégories. Celles que j'ai toujours voulu faire parce que les séries présentent en elles-mêmes des défauts que je juge rédhibitoires indépendamment du contexte, celles qui m'ont déçu, celles qui m'ont énervé, celles qui sont à la frontière de l'indulgence, je vous expliquerai, et celles pour lesquelles mon appréciation est très fortement dépendante du contexte. J'ai toujours su que je voulais faire Scooby-Doo, Sourire d'Enfer, Crypto le Super Chien, Flipper et Lopaka et Kangoo. J'avais également dans l'idée que je voulais faire SOS Croco et les Petites Sorcières dans le même registre. Celles-ci, j'ai toujours voulu les faire, parce que les séries qui sont juste mauvaises font partie de l'expérience télévisuelle normale du spectateur lambda. Pour cause, il y a cet adage de Theodore Sturgeon, appelé donc loi de Sturgeon, selon lequel 90% de toute chose est merdique. 90% des livres sont merdiques, 90% des chansons sont merdiques, 90% des films sont merdiques, et c'est de cette gadoue qu'émergent les œuvres qu'on retient et qui passent à la postérité. Ce jugement est-il pertinent ? C'est compliqué. Quand on allume la télé par curiosité sur des chaînes jeunesse comme Gulli ou France 4 ou d'autres chaînes comme France 3 ou TF1 aux heures des programmes pour enfants, on tombe immanquablement ou bien sur des mastodontes qui semblent ne jamais être déprogrammés comme les As de la Jungle, Grisi et les Lemmings, Garfield and Friends, Alvin et les Chipmunks ou encore les Dalton, ou bien sur l'une ou l'autre de la foultitude de séries dessinées façon cartoon. Devant ces séries, en conditions normales, Chouki et moi ne tenons pas 3 minutes. Cette mélasse télévisuelle existe donc bel et bien. Mais d'une part, on peut se surprendre à tomber sur l'occasionnelle série tolérable comme Oscar et Malika toujours en retard dont on subodore tout de même qu'on se lasserait vite, ou sur la série qui a l'air à vue de nez un peu meilleure que le reste comme les Pyjamasques. Et d'autre part, il faut se méfier des premières impressions, et surtout des conditions normales de visionnage, qui ne rendent pas nécessairement réceptifs à des qualités qu'on pourrait trouver à ces séries si on s'y penchait sérieusement. Toutes celles que je viens de citer, je ne les connais pas assez pour les juger. Mais ma première catégorie de sujets de vidéos négatives, c'est cette mélasse d'où émergent les pépites. C'est bien pour ça que j'ai immédiatement su que ce serait plutôt marrant de faire une vidéo sur Marvel Spider-Man quand Lionel me l'a proposé, parce qu'avec ses dialogues idiots sur la science, sa fadeur visuelle et son manque d'intérêt, elle rentre pile poil dans ma ligne éditoriale d'origine. Comme je disais précédemment, je me suis lancé là-dedans pour rendre hommage au genre dominant des reviews vidéo sur internet qui portaient typiquement sur des œuvres nulles de la mélasse. Mais en soi, il est utile de se pencher sur cette mélasse, pour voir en quoi elle consiste. En effet, il faut se méfier de l'effet que font ces séries quand elles sont en groupe. Par exemple, et c'est une des vertus du fait de regarder ces séries exprès, je n'aurais pas pensé que SOS Croco était meilleur que Kangoo avant d'en revoir les 5 ou 6 premiers épisodes et de le constater. J'aurais également inclus The Batman dans cette mélasse à cause du créneau qu'elle occupait dans la programmation à la télé, et ça aurait été injuste. Ce sont des séries qui, à cause de la comparaison avec la concurrence, parce qu'elles sont similaires à des mauvaises séries comme SOS Croco avec Kangoo, ou parce qu'elles souffrent la comparaison avec de meilleures séries du même genre comme The Batman, ne parviennent pas à se démarquer spontanément. Le problème provient partiellement, voire totalement de la diffusion. Quand on attend que ce soit l'heure de Batman ou de X-Men Evolution, je suis certain qu'on perçoit Robinson Sucré comme quelque chose de très mauvais alors que c'est seulement quelconque. Je vous rappelle que pour moi, au début, Code Lyoko faisait aussi partie de cette mélasse télévisuelle jusqu'à ce que je commence à comprendre la série. Est-ce à dire que toutes les séries de la mélasse sont en fait déjà mal comprises, qu'on apprécierait à leur juste valeur si on les regardait individuellement? Que toute série peut être une révélation pour le spectateur comme Code Lyoko l'a été pour moi? Pas nécessairement, ou du moins pas complètement. Il y a des séries qui restent mauvaises même en seconde analyse. Et si on croit à la loi de Sturgeon et ses 90% de merde, alors toutes les séries de la mélasse que le visionnage de 10 épisodes ne suffit pas à en extirper font partie de ces 90%. Moi, je regarde autant d'épisodes que je peux en trouver. Les séries de ma première catégorie que je vous ai présentées dans ces dessins animés-là qui ne méritent pas qu'on s'en souvienne, sont celles pour lesquelles je suis resté sur mon premier jugement en les revoyant à part. Que sont-elles? Ce sont des séries qui sont basalement mauvaises. Elles le sont par manque de qualité. Nous allons voir au cas par cas, et c'est intéressant, qu'il n'y a pas forcément rien à dire dessus. Ces séries peuvent au contraire avoir des spécificités, voire des qualités cachées. Mais ça ne les empêche pas d'être un peu nuls. J'entends bien que Crypto le Super Chien puisse susciter un réflexe nostalgique chez de nombreuses personnes qui ont grandi avec, mais honnêtement, c'est une série sur le chien qui avait Superman quand il était bébé, où on le met en équipe avec un gamin et on lui fait sauver et combattre des animaux de cartoon dans une série action-aventure-comédie qui n'essaye même pas d'exploiter son style caricatural pour l'humour. Je dirais la même chose de Flipper et Lopaka, mais je me le garde pour la fin, et de Scooby-Doo.
Lorsque j'ai fait ma vidéo sur Scooby-Doo, en réalité quoi de neuf Scooby-Doo, j'étais assez peu renseigné sur l'état de l'opinion, et je pensais que le reste du monde partageait ma mauvaise impression sur cette franchise, donc je ne l'ai pas justifié autant que je l'aurais dû. Il faut prendre acte du fait que le concept n'est pas mauvais. Des criminels se déguisent en monstres pour mener à bien un plan machiavélique, et une bande de jeunes avec des personnalités hautes en couleur mènent des enquêtes dans le but de les démasquer. Le genre enquête policière n'est pas le plus fréquent dans les dessins animés, la préférence pour la rationalité au détriment du paranormal est rare, et avoir des personnages iconiques ne fait jamais de mal. Cependant, et ça date de la toute première série, ce sont concrètement des enquêtes ultra minimales ponctuées de gags de gros, et le méchant est capturé presque par hasard au cours d'une scène d'action cartoonesque. C'est un peu léger. Ce serait tolérable pour une série de 13 épisodes, mais du fait de son succès, la franchise a persisté pendant 40 ans dans ce minimalisme, avec quelques parenthèses calamiteuses, mais toujours la même pauvreté d'exécution. Quoi de neuf Scooby-Doo est vraiment la même chose que Scooby-Doo Où es-tu et le Scooby-Doo Show. Or, et soyez bien attentifs car c'est le point clé, il y a tellement d'épisodes de ces séries qu'elles sont programmées ad nauseam avec parfois 3 ou 4 épisodes à la suite dans des créneaux normalement consacrés aux super-héros comme le dimanche matin dans les années 2000. La mélasse, c'est ça. Les 90% de merde de Sturgeon, c'est ça. C'est en réalité les 90% de chance, lorsqu'on allume la télé, de tomber sur du quelconque de remplissage. Être simplement une série un peu bêta où il se passe pas grand chose dans les épisodes, comme c'est à mes yeux le cas des Scooby-Doo, ce n'est pas scandaleux. Ça ne le devient que par son omniprésence à l'antenne. Alors bien sûr, le cas de Scooby-Doo est aggravé par le fait que l'histoire a démontré qu'on pouvait faire quelque chose avec ses personnages, tant dans le registre de l'humour, Trop Cool Scooby-Doo ou le film Life, que dans celui du sérieux, Mystère Associé. Mais on peut blâmer les séries exagérément à tort pour les crimes des diffuseurs. Je persiste à trouver que Scooby-Doo c'est globalement très mauvais. Honnêtement. Et c'est pas à tort qu'on blâmerait les séries elles-mêmes. Par contre, Kangoo, c'est une série qu'on blâmerait à tort en la regardant par habitude au sein d'un programme jeunesse qui la juxtapose avec Papyrus et Collège Rhinovélos. C'est des exemples, hein. Je me souviens pas si ces séries ont réellement été diffusées ensemble. C'est pour vous donner un ordre d'idée. Kangoo, c'est très mauvais. Mais ça a visiblement une bible littéraire de malade qu'on ne remarque qu'en regardant la série en marathon, comme l'a fait votre serviteur. Ça ne change rien au fait que c'est assez mal foutu pour mériter de ne pas sortir de la mélasse, mais c'est dommage de passer à côté de cet état de fait. Il y a un étrange souci du détail dans la construction de l'univers. Ceci m'amène à sourire d'enfer. Est-ce que la série a mérité que je l'inclue dans la mélasse? Elle a mérité que je dise qu'elle est mauvaise. Nous l'avons regardée en entier pour la vidéo sur Blaise le Blasé, ce que je n'ai pas pu faire à l'époque de la vidéo par manque de disponibilité des épisodes, et mes souvenirs ne m'avaient pas trahi. Dans les épisodes tardifs comme dans les premiers, Charlotte reste la même fille trop exigeante qui se noie dans des verres d'eau et essaie de nous faire prendre des contrariétés mineures pour des drames cataclysmiques. Cependant, la série ne méritait pas que je traite sa mauvaise qualité comme une évidence. C'est injuste pour elle d'avoir souffert de l'effet mélasse à mes yeux. C'est clairement un projet de cœur de l'auteur, les sitcoms purs sont rares en dessin animé pour la jeunesse, et la série essaye de parler d'un tas de choses pouvant toucher les adolescents. De mon point de vue, le manque d'enjeu résultant du fait que l'attitude de Charlotte est la source de ses problèmes reste rédhibitoire. Mais c'est une série qui aurait mérité un traitement plus descriptif que ce que je lui ai réservé, et ça fait partie des raisons pour lesquelles je me dis que j'en ai fini avec les reviews négatives. Même si, en soi, les sujets pour cette catégorie ne manquent pas. On a parlé de Madagascar Little Wild dans la vidéo sur les pingouins de Madagascar, par exemple. J'ai dit que je me gardais Flipper et l'Opaka pour la fin. Elle est le contraire de Kangoo. Elle est mauvaise, l'effet mélasse est justifié dans son cas, et en plus j'ai à redire dessus idéologiquement. Ça, je ne m'en suis rendu compte que dans un deuxième temps. Mais pas au moment du visionnage pour la vidéo. Quand j'étais en master à Bruxelles en 2012-2013, la série passait à la télévision, et comme les circonstances voulaient que j'avais le temps de regarder, je me suis dit, puisque faire une vidéo dessus était déjà dans mes projets, que j'allais regarder les épisodes. C'était la saison 2 qui passait. C'est là que j'ai pris conscience, car c'est dans la saison 2 que c'est le plus marquant, de la forte tonalité anti-science de la série. Je vous invite à aller voir ma vidéo dessus pour plus de détails. Ça m'a donné de la matière pour critiquer la série qui par ailleurs était juste fade et mal foutue. Je dirais plus fade que Kangoo mais moins mal foutu que Kangoo, moins fade que Crypto mais plus mal foutu que Crypto. En fait, c'est une indignation personnelle contre ce message anti-science qui a alimenté la vidéo. Je n'en reparlerai pas ici. J'en meurs d'envie et il y aurait en fait beaucoup à dire, mais ce ne serait pas adéquat et d'ailleurs j'en profite pour faire une légère parenthèse. Notre passion, c'est les dessins animés. Nous ne les utiliserons jamais comme prétexte pour faire de la politique. Pas volontairement en tout cas, c'est pas ça notre projet. Notre projet il est véritablement centré sur la fiction en tant que telle. Il y a des situations dans certaines séries animées qui nous paraissent éthiquement dégueulasses, d'autres qui nous paraissent au contraire inspirantes, mais nous essayons dans la mesure du possible de ne pas fonder notre critique d'une série sur l'idée que nous nous faisons de son positionnement idéologique. On va le décrire si ça s'y prête, mais on va essayer d'en faire abstraction pour déterminer si la série est bonne ou pas. On est humain donc il y a des fois où on peut vraiment pas, et d'autres où c'est flagrant que le message contribue énormément à notre appréciation. Mais disons que nous trahirions notre goût pour la fiction en tant qu'elle donne accès à la façon de penser de l'auteur si nous opérions une sélection idéologique. Et donc, si je trouve que Flipper et l'Opaka méritaient à 100% le mal que j'en ai dit, son positionnement anti-science, lui, même s'il est soutenu principalement par des coïncidences dans le scénario, n'entre pas en conflit avec d'autres éléments de la série et donc est plutôt à porter à son crédit. C'est bien que les séries animées puissent avoir un message très affirmé. Mais ça m'a énervé.
Et donc ça me sert de porte d'entrée vers les séries que j'ai critiquées parce qu'une colère que j'ai éprouvée contre elles a alimenté mon propos. Il y a donc Ben 10 et Anatan et les enfants d'Okura. Ben 10 c'est un cas assez simple. Pour moi c'était une série de la mélasse sur laquelle je tombais en voulant regarder Batman ou la légende des super-héros, mais une série de la mélasse dont j'étais conscient qu'elle jouissait d'une certaine popularité, même si j'en imaginais pas l'ampleur, et dont je n'avais aucune intention de faire une vidéo. Elle a souffert de la deuxième chance que nous lui avons donnée. J'ai dit tout à l'heure qu'il fallait se méfier des premières impressions, et aussi des conditions normales de visionnage, qui ne rendent pas nécessairement réceptifs aux qualités qu'on pourrait trouver aux séries si on s'y penchait sérieusement. Le fait de se rendre réceptif à ces qualités et de ne pas les trouver et d'attendre épisode après épisode qu'elles se manifestent et que ça vienne toujours pas, ça m'a mis en colère. Cette colère a monté et un beau jour je me suis dit, bon c'est pas juste une déception, faut que je gueule un bon coup. Bon là je vous raconte ma vie. Histoire de rendre ça un tant soit peu constructif, je dirais que ça m'énerve parce que c'est un cas de singularisation arbitraire. Ben 10 est une série très populaire. Parfois, la postérité retient une œuvre au détriment des autres sur des critères... pas forcément arbitraires, mais disons à la faveur de la conjonction de qualités qui ne sont pas forcément indicatives de la valeur qu'on prête à l'œuvre dans son entier, et le problème c'est que la série de notre enfance, notre série préférée, on en parle au singulier. Je vais vous raconter une anecdote. En plein dans le pic de popularité de Game of Thrones, très clairement dû aux arguments de vente très particuliers de la série, sexe, violence, suspense lié à des coups de théâtre importants, prétention de réalisme, etc. J'avais un collègue qui s'est mis, à la pause café, à parler du fait que dans Game of Thrones, il y avait des messages qui pouvaient se comprendre de manière métaphorique. Je risque timidement que c'est quelque chose de courant dans la fiction en général, et le mec me regarde avec des yeux ronds, l'air de me dire « Oh non, tu te rends pas compte, dans Game of Thrones, c'est beaucoup plus que n'importe où ailleurs !» Bon, vu que le type n'était pas un geek, donc que j'avais aucune chance de lui faire comprendre mon point de vue, et puisque de toute façon à ce moment-là j'avais pas vu Game of Thrones, je n'ai pas insisté. Depuis on a vu Game of Thrones, on a bien aimé, y a pas de souci, faut pas déconner, c'est ni plus ni moins intelligent que n'importe quoi d'autre. Je reviens au dessin animé. Si on regarde les pages Wikipédia de séries récentes comme She-Ra ou Steven Universe, on en trouve des caisses sur les thèmes abordés dans ces séries, alors que si on regarde celles de Fantôme 2040 ou Scooby-Doo Mystère Associé, y a quasiment rien comparativement. Il y a des raisons à ça, ce n'est évidemment pas un hasard, mais il n'en demeure pas moins que c'est franchement injuste dans l'ensemble. J'en veux pour preuve Teen Titan, que je classe dans les séries qui m'ont déçu mais sur laquelle je fais un aparté maintenant. Le public s'y est intéressé parce qu'elle est prestigieuse, mais vous trouverez des choses semblables en mieux pour la même cible dans la légende des super-héros. Si c'est vraiment le côté bande d'ados qui font des cartooneries en essayant d'être attachants quand même qui vous parle, vous l'avez en réussi dans Stormhawks. Et si vous voulez vraiment voir ce que c'est qu'un méchant classe qui tire les ficelles dans l'ombre et qui porte un masque, vous avez le chevalier dans Mystery Lane. Or, parmi tous ceux qui tiennent Teen Titan pour un chef-d'œuvre inégalé dans son domaine, quelle proportion a vu la légende des super-héros, Stormhawks et Mystery Lane? Pas énorme, je pense. Des séries qui ont des choses à dire, il y en a des tas. Pas forcément sur les mêmes sujets, certes, mais on a l'impression que certaines séries tirent une partie de leur prestige du mépris du reste. Et ça, c'est énervant. Je vois bien dans les commentaires de ma vidéo sur Ben 10 et dans une vidéo de réponse qui m'a été faite, qu'une partie de l'indulgence que le public a pour Ben 10 provient de ce qu'il ne connaît pas les autres séries du même genre. Il y a des raisons. Pour un enfant, le concept de l'Omnitrix c'est cool et les aliens sont visuellement très jolis, mais le fait que ça devienne LA série culte au singulier génère une sorte de cécité à ce qui se fait d'autre et qui pourrait permettre de réévaluer la dite série culte. Pour le dire clairement, en gros, quand on me dit que j'ai pas compris que Ben 10 c'est pour les enfants, ce qu'on me dit c'est « Moi je regarde des animés japonais pour adultes, Avatar le dernier maître de l'air et Ben 10. Ben 10 ça appartient à la merde pour enfants occidentale que je connais absolument pas, donc évidemment que c'est nul, mais c'est normal, faut pas le comparer à Avatar et aux animés pour adultes. » Oui mais non, moi je compare pas Ben 10 à des animés pour adultes, je le compare au reste de la merde occidentale, et le reste de la merde occidentale est souvent mieux. Par exemple, le joueur du grenier n'aime pas Code Lyoko, mais il lit dans sa vidéo d'anecdote sur sa vidéo sur les dessins animés des années 2000 que si les autres séries françaises étaient comme Code Lyoko, alors là oui, il trouverait ça tolérable que la loi les privilégie aux animés japonais. On va être honnête, je m'attends pas à ce que le joueur du grenier aime Malo Corrigan ou Chasseur de Dragons. Mais il aurait sûrement une opinion pas trop mauvaise d'Argyle et de Chris Colorado vu que c'est des feuilletons, et ça m'étonnerait qu'il dédaigne Oban, qui est une coproduction, et qu'il trouve Galactic Football et Foot de rue irréductiblement à chier. Donc oui, évidemment, s'il croit que toute la production française c'est Kangoo, c'est normal qu'il en ait une opinion si négative. Et évidemment, si on croit que toute la production animée occidentale sauf Avatar c'est une espèce de fanginomable pour enfants décérébrés, oui, Ben 10, ça paraît pas trop mal. Mais si on peut se mettre d'accord sur le fait que c'est grosso modo une série de super-héros, je rappelle qu'elle est contemporaine de The Batman, d'X-Men Evolution, de la Ligue des Justiciers et de la Légende des super-héros. En série d'action-aventure, à cette époque, vous avez aussi donc Avatar, le dernier maître de l'air, et Code Lyoko. Toutes ces séries sont aussi pour les enfants. C'est le même créneau de programmation. C'est juste que les intrigues et les personnages sont mieux travaillés, donc elles donnent l'impression de cibler un public plus mature. Je persiste donc à dire que je trouve que Ben 10 c'est très mauvais. Mais est-ce que ça mérite davantage une review négative que Robinson Sucroé qui n'a eu droit qu'à une mention dans un top 10? Pas forcément, c'est contextuel. Je pardonne difficilement que cette série soit glorifiée d'une manière qui me paraît franchement injustifiée. J'en veux aux circonstances de m'avoir poussé à tenter de lui donner une seconde chance. Je parlais de mélasse. Si on croit à ce concept, alors il est autant injustifié d'en sélectionner une part arbitrairement pour la glorifier que d'en sélectionner une part arbitrairement pour la dénoncer.
C'est une autre raison de ne plus rechercher volontairement de mauvaises séries à critiquer et de renoncer aux critiques négatives. J'ai fait le tour du concept. Par contre, on n'est jamais à l'abri de la série qu'on regarde parce qu'on a cru, soi-même, qu'elle serait géniale tant elle sort d'elle-même de la mélasse, et d'être déçu au point d'en éprouver une colère telle qu'elle donne envie de gueuler. Dans ce registre, j'ai lu Anathan. Je n'exclus pas que ce phénomène se reproduise, et donc je vous dis que ce n'est pas nécessairement un adieu. Mais il faut que la colère soit là et qu'elle soit vraiment intense. La déception seule ne suffira plus car elle pose un problème de seuil et de référence qu'il est difficile de surmonter. Le problème de ce seuil de référence, c'est que... Pourquoi j'ai fait une vidéo sur Digimon Frontier? Parce que la série m'a déçu. Déçu par rapport à quoi? Par rapport aux autres séries Digimon, et notamment Digimon Tamers qu'elle suit directement et qui a instauré ce principe brillantissime de faire des séries de 50 épisodes indépendantes les unes des autres, mais exploitant des codes communs réinventés à chaque fois. Logiquement, Digimon Frontier devrait avoir les mêmes ambitions que ses prédécesseuses, non? Oui! Elle devrait obtenir les mêmes résultats, non? Oui! Donc c'est normal de s'en offusquer quand c'est pas le cas. D'accord, mais dans ce cas, on pourrait dire quelque chose de similaire sur Robinson Sucroé par rapport à Albert le 5e mousquetaire, qui a le même enrobage. Certes, les séries Digimon font partie de la même franchise, donc la déception frappe davantage, mais c'est un critère qui ne tient pas la route sur la durée. Il aurait été redondant de faire une vidéo négative sur Digimon Savers, donc nous ne lui avons consacré qu'un point du top 10 des renoncements. Digimon Frontier est une série prometteuse sabotée par des défauts fatals. C'est utile de traiter ce cas de figure une fois. Je reprends à mon compte un principe de Linkara. C'est utile de pointer du doigt les éléments qui rendent une histoire mauvaise, car ça permet de déterminer comment en écrire des bonnes. Je l'ai fait dans la vidéo sur Digimon Frontier. Comme dit dans notre top 10 des renoncements, nous sommes plutôt bon public. Mais il n'est quand même pas si rare que nous soyons déçus, avec ou sans attente préalable d'ailleurs, principalement par des animés japonais à vrai dire. Vu qu'ils ont un certain standard, les problèmes sont moins immédiats à débusquer que dans les séries animées occidentales, et donc la déception a tendance à être plus importante au bout du compte. Teen Titan, qui mime ses standards, a été une de ces déceptions, que j'avais la ferme intention de laisser pisser si les considérations du staff sur l'épisode de fin ne m'avaient pas fait sortir de mes gonds. C'est juste que vu que c'est pas vraiment la faute de la série, je l'ai classé dans la catégorie des déceptions. Quoi qu'il en soit, il faut faire la distinction. Il y a des séries qui sont mauvaises parce qu'elles manquent de qualité de base, ce sont les séries de la mélasse, et il y a des séries qui sont mauvaises parce qu'elles ont trop de défauts, ce sont les plus graves déceptions. Mais pour faire des reviews négatives, les déceptions sont inadéquates, car être déçu est trop banal et trop fréquent. Surtout, quel seuil mettre à la déception pour distinguer le pas assez bon pour être bon du trop mauvais pour ne pas être mauvais? Ça dépend trop du contexte, et l'enjeu n'est pas assez important pour persévérer trop longtemps à faire cette distinction. C'est pour ça que, malgré une tentation assez forte, je ne ferai pas de vidéo négative sur Last Exile qui nous a beaucoup déçus. Malgré ses qualités esthétiques et son ambiance intéressante, le scénario très imprécis n'a ni queue ni tête, et le déroulement des événements, quand il n'est pas d'une fadeur consternante, est tellement insensé qu'on a dû aller voir sur des wikis pour constater qu'on n'est clairement pas les seuls à ne pas avoir compris comment ça se fait que Moline Shetland soit encore vivant après sa mort. C'est qu'un exemple. Néanmoins, une vidéo sur Last Exile ressemblerait trop à celle sur Anathan et les enfants d'Okura, je pense. Les raisons pour lesquelles ces deux séries sont ce qu'elles sont sûrement très différentes, mais on se retrouve avec un résultat similaire. Et ayant choisi de ne pas faire de vidéo sur Last Exile, je me suis dit que ça deviendrait un peu arbitraire d'en faire une sur Death Note. Et pourtant, Death Note c'est vraiment gratiné. Je vous ai dit que j'étais convaincu que quiconque regarderait Teen Titan aujourd'hui avec la tête froide et un peu de recul se rendrait compte que c'est nul, je pense la même chose de Death Note. Et pourtant j'étais prévenu, je me foutrais des baffes. C'est moi qui ai insisté auprès de Chuki et Pesme pour qu'on regarde car j'en étais curieux. Pesme ça lui disait trop rien, Chuki me disait « J'ai vu le début, j'ai trouvé ça génial, mais au moment où elle dit à Light qu'il le soupçonne d'être Kira, je me suis arrêté parce que j'ai pressenti que ça allait devenir mauvais après. » Alors... Je sais bien que Chuki a un bon instinct pour ces choses-là, mais je pensais pas que devenir mauvais après, ça voudrait dire perdre 120 points de QI dès l'épisode suivant, et continuer de trouver à chaque épisode un nouveau truc encore plus con que le précédent. On était trois à regarder, et trois à ne pas comprendre comment il est possible d'avoir un thriller assez noir sur un type qui tue des criminels en écrivant des noms dans un cahier, et penser que ce qui y manque, c'est une histoire à l'eau de rose de Shinigami qui peuvent mourir par amour pour des humains, et Jar Jar Binks. Vous croyez que c'est une référence si elle s'appelle Misa? Misa, nommé Jar Jar Binks. Non, moi non plus. J'ai conscience que je choque sûrement une partie d'entre vous en taclant coup sur coup deux œuvres très populaires en disant que quelques mots. Je ne le dis pas pour provoquer, je le dis pour souligner qu'avoir une opinion négative, ça m'arrive encore suffisamment pour alimenter de nouvelles vidéos, que c'est le projet en lui-même qui ne me motive plus. Car une fois encore, définir un seuil de déception qui permette, de manière satisfaisante, de distinguer les séries qui m'ont suffisamment déçu pour que je les considère comme mauvaises, de celles qui m'ont beaucoup déçu mais pas d'une manière qui me fasse dire qu'elles sont mauvaises, c'est un peu vain. En revanche, le seuil dont l'enjeu est important est celui entre une œuvre assez bonne pour être bonne et une œuvre pas assez bonne pour être bonne. Bien que je ne l'ai pas vraiment pensé pour remplir cette fonction, d'ailleurs initialement je voulais en faire un hors-série, ma vidéo sur Digimon le film traite ce sujet. Je le redis, nous sommes bon public. Nous essayons toujours d'accepter ce qu'une série nous propose et de nous mettre dans la logique de l'œuvre. Notre goût sincère pour des séries comme Highlander ou Sonic le Rebelle tient à ce qu'on est parti du principe qu'on acceptait leur postulat et que nous nous sommes posé la question de si ce qu'on nous proposait à partir d'eux valait le coup. Partant de l'idée que la perfection n'existe pas et qu'il y a toujours des défauts à pardonner, nous sommes toujours plus enclins à trouver que c'est bien malgré plutôt que mauvais à cause d'eux. Sur ce plan,
il y a une grande part de sensibilité personnelle. Nous avons par exemple adoré Raya et le Dernier Dragon malgré le fait qu'un bébé ninja c'est très con, parce que le style épique et les valeurs collectives mises en scène, tellement rares aujourd'hui et tellement rares dans un Disney, nous ont plu à ce point. A contrario, nous ne tolérons pas que les héroïnes de She-Ra jouent avec les figurines du plan de bataille alors que c'est la guerre et que c'est sérieux. Comme dit précédemment, nous sommes humains. Mais il y a un seuil, certes trop flexible pour que je me mette à faire une vidéo négative sur Gravity Falls pour laquelle notre détestation est trop clairement affaire de sensibilité, mais un seuil qui existe et qu'il est utile d'étudier. Et quoi de mieux pour ça que le cas extrême des remaniements par Saban de production japonaise. Esthétiquement, la version américano-française des premières séries Digimon tient plus de l'adaptation que de la traduction. La musique est différente et le ton des dialogues est différent. Il ne manque plus que de modifier les images aussi pour que la version américaine de Digimon entretienne le même rapport avec la VO que les séries Power Rangers avec les Sentai dont les images de baston sont reprises. J'exagère. Contrairement à Power Rangers, les séries Digimon conservent exactement le même scénario. Nonobstant quelques éléments de censure grossiers, les différences sémantiques dans les dialogues sont trop subtiles pour qu'on considère que la version traduite change l'histoire. Ainsi, nous faisons partie des très rares personnes à considérer que, si on accepte la logique commerciale sous-jacente, la version importée de Digimon est une manière satisfaisante de présenter cette franchise au jeune public occidental. Le remaniement stylistique, pour important qu'il soit, obéit malgré tout à une logique cohérente, visant à donner à l'ensemble une ambiance unie et maîtrisée. Pour nous, c'est ce qui compte. Au fond, il y a aussi de ça dans Raya et le Dernier Dragon. L'idée, c'est qu'une équipe improbable est réunie parmi les rescapés de la fin du monde pour sauver la situation. Un bébé ninja, c'est tout ce qu'on veut de négatif, mais on peut pas nier que c'est improbable. Mais me direz-vous, si on accepte jusqu'à ce que Saban a fait Digimon, alors on n'a aucun esprit critique et on accepte tout, non ? Non, on n'accepte pas quand ça va trop loin. On n'accepte pas le film, où les remaniements contrecarrent ce que les séries cherchaient à accomplir, et où l'ambition de créer quelque chose de cohérent est trahie. Un élément qui trahit l'intrigue, comme l'humour excessif de la scène des figurines dans She-Ra, ou les blagues vaseuses sorties de nulle part dans Le Prince des Dragons, ou le développement personnel intimiste qui surgit en plein milieu de dialogue entre nos héros et des conquérants intergalactiques sanguinaires dans Steven Universe, un tel élément, donc, nous le considérerons toujours comme un défaut. Or, c'est une tendance qui se fait de plus en plus prononcée aujourd'hui, pas seulement dans les dessins animés d'ailleurs, de faire exister deux tendances ou deux ambiances antagonistes dans la même œuvre, comme si les acteurs qui jouent les personnages jouaient deux pièces en même temps, qu'on ne perçoit comme un tout que parce que les acteurs sont les mêmes. Pour nous, c'est la mauvaise approche, car c'est la négation de l'histoire, de la créance secondaire qu'invoque Tolkien pour décrire le rapport qu'a le lecteur à une fiction. Cet antagonisme, dû à la paresse dans Digimon le film, et délibéré dans de nombreuses œuvres modernes, impose au spectateur une distance avec l'intrigue, et l'exhorte à ne la prendre au sérieux que de temps en temps. Malgré la défense que j'ai proposée plus haut, Raya et le Dernier Dragon est coupable de ça. Essayons, là encore, de proposer une conclusion à ce passage. Qu'est-ce qui fait qu'une mauvaise série est mauvaise ? Ça peut être parce qu'elle a trop peu de qualité, c'est la merde de la loi de Sturgeon ou Mamelas si vous préférez, parce qu'elle a trop de défauts, ce sont les déceptions, et ça peut être parce qu'elle est traversée par des antagonismes, des éléments qui, pris isolément, peuvent être des qualités, mais qui s'annulent entre eux, et dont nous dirons couramment, y compris dans le cadre de critiques positives, que ça ne marche pas. On peut revenir sur Anatan et les enfants d'Okura dans ce registre. J'ai parlé dans ma vidéo de l'antagonisme qu'il y avait entre la notion de projet et la notion d'identité, qui sont les deux lignes directrices du scénario qui se contrecarrent l'une l'autre. Cet antagonisme, si on le perçoit comme un problème, peut susciter plusieurs sentiments. Le regret, si on persiste à aimer l'œuvre comme c'est notre cas avec Raya, la frustration, comme ça a été occasionnellement le cas avec Steven Universe ou She-Ra, la déception, qui peut être intense, comme avec Anatan et les enfants d'Okura, et la haine. Pour moi, la haine surgit immanquablement dans un cas précis, celui où la trahison détériore inutilement le préexistant. J'ai placé dans la dernière catégorie de review une adaptation et deux suites. Le DC Animated Movie Universe reprend des personnages alors vieux de 70 ans dans une version inefficace alors que la longue histoire de l'univers DC a montré tout ce qu'on pouvait faire de beaucoup mieux avec ses super-héros. Par-dessus le marché, cette série de films phagocyte l'espace qui était précédemment utilisé pour faire des tas de films indépendants les uns des autres et qui étaient généralement meilleurs. J'ai le même problème avec Man of Steel et Batman v Superman, de proposer une version inefficace de ces personnages alors qu'on est en train d'essayer de bâtir l'adaptation cinématographique de référence au singulier pour les prochaines décennies, et donc que la place qu'on occupe avec ces anti-héros empêche des adaptations plus consensuelles et plus efficaces de toucher le grand public, comme l'a fait le Marvel Cinematic Universe. Mais j'avoue que ma motivation principale pour traiter le DC Animated Movie Universe, c'était de faire une vidéo avec Mayolek, dont je savais que les séries et films d'animation DC l'intéressaient. Donc je ne vais pas m'étendre sur ce cas particulier. Pas plus que je ne me suis étendu sur Marvel Spider-Man, pour la même raison. Restent les nouvelles aventures de Batman et Code Lyoko Evolution. Les nouvelles aventures de Batman ont le défaut du DC Animated Movie Universe, elle appose sa marque sur la longue franchise des séries animées DC des années 90-2000 qui, fort heureusement, s'est extirpée du bourbier dans laquelle elle la mettait. En plus, c'est une suite. Allez, admettons qu'on n'aime pas le Batman positif de la série de base, qu'on n'aime pas son esthétique rétro-gothique et qu'on n'aime pas sa relative modestie avec les scènes d'action. N'empêche que c'est pas bien de la détériorer. Vous voulez faire quelque chose de complètement différent? Faites une autre série. Faites The Batman. Si ça ressemble aux nouvelles aventures, ça va pas me plaire non plus. Mais au moins, vous aurez deux publics. Celui qui aime le parangon torturé de la série de base, et celui qui aime l'anti-héros sévère mais juste des nouvelles aventures.
Là, c'est pas possible. Les nouvelles aventures s'appuient entièrement sur la série de base. Vous ne pouvez pas comprendre les épisodes avec le ventriloque, Gueule d'Argile, Double Face, Nightwing ou Mr. Freeze si vous ne connaissez pas leur histoire de la série de base. Et même les autres, le Joker, Poison Ivy, le Pingouin, Catwoman, etc., s'ils sont suffisamment simples pour être compréhensibles sans contexte, ne sont pas réintroduits. Mais son pire crime est, vous aurez remarqué que c'est le leitmotiv de cette vidéo, contextuel. C'est que quand quelqu'un vient vous parler de Batman la série animée, et je mets les guillemets, et que vous, ça vous met le sourire jusqu'aux oreilles, il y a de grandes chances que la personne veuille en fait vous parler d'un épisode de la SMD. Sérieusement, c'est criant. Regardez des vidéos de Linkara sur un sujet vaguement lié à Batman, et vous verrez que quand il parle de Batman The Animated Series, 9 fois sur 10, et j'exagère à peine, il veut dire la SMD. Pour cause, les épisodes de la SMD mettent fréquemment des trucs choquants pour être choquants, que le public retient davantage que l'approche plus cérébrale de la plupart des épisodes de la série d'origine. Même Wikipédia met les nouvelles aventures sur la même page que la série d'origine, alors que la page française des saisons 2, 3 et 4 des Mystérieuses Cités d'Or est séparée de celle de la saison 1. Bon, écoutez, je veux bien qu'il y ait de grosses différences entre la saison 1 et les suivantes, et franchement, c'est beaucoup moins le jour et la nuit qu'entre Batman et les nouvelles aventures. Et je comprends bien que la saison 1 des Mystérieuses Cités d'Or est culte, et que les puristes la défendent bec et ongle contre sa suite qui a l'outrecuidance d'être récente et d'être purement européenne. Et Batman aussi, c'est censé être culte, que diable. Pourquoi le purisme lui est épargné? C'est bien pour ça que les nouvelles aventures de Batman, je les appelle la saison mal dessinée, et non pas la série. Aux yeux du public, c'est une saison tardive. C'est conçu comme une saison tardive. Et ça sent le renfermer comme une saison tardive. Tout le monde a remarqué, et j'insiste, tout le monde le sait, qu'il y a un problème récurrent avec les saisons tardives. Certes, la saison 1 n'est pas toujours la meilleure. Vous avez des séries, notamment humoristiques mais pas que, qui ont besoin de trouver leur rythme pour atteindre leur point culminant. Mais passé ce point, les séries perdent leur fraîcheur et macèrent dans leur jus. Elles essaient de forcer le trait sur les qualités qui sont, aux yeux de leurs auteurs, les causes de leur succès, essayent de gommer des défauts qui pourtant parfois pimentent l'ensemble ou aident le tout à rester cohésif, et ce travail d'affinage donne en fait un résultat plus artificiel, voire une version cynique, aigrie de l'original. Tous les médias sont concernés, j'en ai parlé dans mon let's play sur Medieville. C'est criant si on compare Superman l'Ange de Métropolis aux nouvelles aventures de Batman, pourtant contemporaines l'une de l'autre, ou les nouvelles aventures de Batman à Batman la Relève, pourtant centrées sur Batman. Il y a dans Superman et dans la Relève une insouciance, ou plutôt une spontanéité, un enthousiasme qu'on ne retrouve pas dans les nouvelles aventures de Batman, qui au contraire cherche de manière trop flagrante à reprendre des recettes à succès de sa prédécesseuse, éléments glauques, situations psychologiquement dérangeantes, considérations cérébrales, mais dans des versions forcées, exagérées, caricaturées. Sans compter le côté prétentieux. Pour ça, vous avez aussi les comics Gargoyles. C'est le même délire que la SMD. Gargoyles, c'est connu pour son écriture subtile et complexe, avec des méchants très intelligents qui savent toujours tirer leur épingle du jeu. Bah vas-y que je t'écris une histoire dans le désordre où tout le monde a 18 coups d'avance sur tout le monde. C'est plus dur à comprendre donc c'est subtil et complexe. C'est sûr que la dernière saison de Gargoyles n'était pas terrible, mais elle conservait une certaine sincérité qui manque cruellement à toutes ces suites ivres d'elles-mêmes, alimentées qu'elles sont par le retour critique des fans. Parce qu'il y a ça aussi comme problème. Akiyuki Shinbo, le réalisateur de Polamagi Madoka Magica, justifie le contenu du film Rébellion, la suite après fin fermée de la série, comme ceci, je le cite. Le fait que les fans aient alimenté ces personnages a joué un rôle majeur dans le fait que nous puissions faire une suite. Nous leur avons envoyé quelque chose, et ils nous l'ont renvoyé. Ces personnages se sont développés par le biais de ce jeu de balle avec les fans. Leur développement n'est pas causé par le fait que nous les ayons créés ainsi, il a dépendu de la manière dont les fans y ont réagi. Ainsi, ils ne font pas l'effet de personnages prêts à l'emploi. Être en mesure de faire ça est l'une des vertus d'une œuvre originale. Sans cela, nous n'aurions pas pu écrire une suite à partir de rien. Fin de citation. Ça a le mérite de la franchise. Vous allez me dire, bah oui, les œuvres appartiennent aussi aux fans, c'est normal qu'ils puissent collectivement décider de l'avenir de l'intrigue. Est-ce mal de vouloir faire participer le public dans les décisions ? Bien sûr que c'est mal. Et comment ? Où demeure la possibilité de bousculer les consciences si les directions qu'on prend proviennent de l'interprétation faite par le public ? Comment livrer sa vision personnelle et surprenante qui fait la richesse de la fiction si on se laisse dicter l'identité de nos personnages par la perception qu'en a le public ? Si l'air du temps rend Bob ou Alice très sympathiques aux yeux du public mais que l'auteur qui les a créés considère que c'est des sales cons, il faut qu'il les mette en scène jusqu'au bout comme des sales cons, quitte à ce que les fans ne soient pas d'accord. Si au contraire tout le monde déteste Caroline mais que l'auteur la voit comme un parangon de vertu, il peut et il doit contredire tout le monde jusqu'au bout. Sinon le message est dilué et l'œuvre n'a plus de directionnalité, plus de cohérence philosophique. Mais Al, me dis-je à moi-même, tu veux plutôt dire que cette cohérence philosophique est désindividualisée, qu'elle devient celle de l'époque, celle du public plutôt que celle d'un nombre plus restreint de personnes, non ? Non, ce serait vrai si les foules étaient cohérentes, mais les foules sont cons, les groupes sont illogiques, et je dis pas ça pour dénigrer. Je reprends Alice, Bob et Caroline, ABC, des gens éminemment intelligents et rationnels, pour vous parler de ce que j'ai appris sous le nom de problème de l'agrégation des jugements, mais que Wikipédia appelle paradoxe doctrinal. Il y est présenté avec un exemple abstrait pondu par des juges, moi je l'ai appris avec l'exemple concret suivant. Au sujet du rôle du dioxyde de carbone dans le réchauffement de la planète, on soumet à nos trois compères les trois propositions suivantes pour leur demander leur opinion. Premièrement, est-il vrai ou faux qu'une augmentation de la teneur en dioxyde de carbone dans l'atmosphère fait augmenter la température de la planète? Deuxièmement, est-il vrai ou faux que la teneur en dioxyde de carbone dans l'atmosphère augmente? Troisièmement, est-il vrai ou faux que la température de la planète augmente? Alice pense que la présence de dioxyde de carbone dans l'atmosphère fait augmenter la température de la planète par effet de serre. Elle croit également que la teneur de ce gaz augmente. Elle est donc convaincue que la température de la planète augmente. D'une logique à toute épreuve.
Bob connaît également l'effet de serre, donc il est d'accord que la présence de dioxyde de carbone réchauffe l'atmosphère. En revanche, il ne croit pas que la teneur de l'air en CO2 augmente. Ainsi, il est tout à fait cohérent qu'il ne croit pas que la température de la planète augmente. Vient enfin Caroline, qui elle considère que l'effet de serre est une fiction et que le dioxyde de carbone n'a aucun impact sur la température de la planète. Ainsi, bien qu'elle soit consciente que la teneur en CO2 augmente à cause des activités humaines, elle ne pense pas que cette augmentation ait un impact sur le climat. C'est là encore parfaitement cohérent. Faisons voter tout le monde. 2 sur 3 considèrent que le CO2 fait monter la température, 2 sur 3 considèrent que la teneur en CO2 dans l'atmosphère augmente, et 2 sur 3 considèrent que la température de la planète n'augmente pas. Ainsi, par agrégation arithmétique des jugements, le groupe considère que la teneur en dioxyde de carbone dans l'atmosphère augmente, que cette augmentation a pour effet de réchauffer la planète, mais que la planète ne se réchauffe pas. C'est illogique. L'agrégation arithmétique de jugements cohérents peut produire un jugement incohérent. Bon, bien sûr, on peut facilement obtenir de bien meilleurs résultats en posant aux gens des questions moins débiles et en ne soumettant au vote que des prémices, pas des rapports logiques et leurs conclusions. Mais tout de même, c'est histoire de dire qu'il faut arrêter de prêter toutes les vertus au raisonnement collectif et au consensus. Le consensus, à un certain degré, c'est essentiel pour la vie en société, mais en fiction, c'est mieux d'avoir une vision claire et de lui rester fidèle. Car une vision claire, ça peut être complexe, et un consensus, c'est nécessairement plus lisse, plus simple. Or, simplifier la complexité et trahir des idées, c'est dommage. Je suis devenu le démon. Il est évident que le travail collectif peut être source d'une richesse qu'on n'obtiendrait pas avec un seul auteur aux commandes, et que la concertation, et même le conflit de vision, peut avoir des tas de vertus. Mais quelle que soit la stratégie qu'on adopte, le temps passant, les auteurs changeant, le risque d'incohérence s'accroît, et demander aux fans leur avis pour produire quelque chose qui leur plaira, implicitement comme le fait Shinbo, ou explicitement comme ça se fait parfois, n'est pas une bonne méthode pour y remédier. Ce n'est d'ailleurs pas son but. Mais je pense que ça devrait être son but, et que le but d'une fiction devrait être de constituer, prise dans son ensemble, un tout cohérent et formellement, c'est-à-dire scénaristiquement, et esthétiquement. Pour ça, selon moi, la vertu cardinale, c'est la concision. Faut savoir s'arrêter au bon moment. Ce qui m'amène à Code Lyoko Evolution et à la question des suites après fin fermée. La question des suites après fin fermée. C'est une vieille rengaine de ces dessins animés là qui mérite qu'on s'en souvienne, et on continue de surprendre les gens avec, notamment quand on parle de séries, justement comme Puella Magi Madoka Magica. Je vais peut-être vous décevoir, je ne m'étendrai pas outre mesure sur ce sujet maintenant. Nous avons tant à dire dessus qu'il faudrait des heures pour épuiser tout ce que nous pourrions reprocher à cette pratique, et c'est tellement important pour nous que quitte à en parler, il faudrait y consacrer une vidéo dédiée plutôt que de diluer le sujet dans celui des mauvaises séries, car c'est contre-productif, j'y reviendrai. Mais je vais quand même vous en dire 2 mots. Ou 3. Ou quelques paragraphes. Aussi peu que possible. Voici, très simplement, notre point de vue. Si vous avez une intrigue gouvernée par un enjeu bien précis, le Seigneur du Feu a conquis le monde, il faut le vaincre pour rétablir l'équilibre, une intelligence artificielle malfaisante menace l'humanité, il faut prendre des dispositions pour la neutraliser, un mage noir qu'on croyait mort fait son comeback et en a après la personne responsable de sa première défaite, il faut le vaincre, les humains vont détruire votre forêt, il vous faut trouver un endroit sûr pour assurer votre avenir, ce que vous voulez. L'intérêt de suivre cette intrigue est de savoir où elle va, comment elle se termine. Vous pouvez faire ce que vous voulez au cours de cette intrigue, vous pouvez faire des digressions à l'infini sur des trucs qui n'ont rien à voir, introduire 3 millions de personnages secondaires, mais si vous mettez en scène quelque chose qui se présente comme le dénouement de cet enjeu et que le reste n'a pas démenti qu'il s'agissait du dénouement, alors vous venez de faire une fin fermée et vous devez vous arrêter. Vous n'avez aucune raison de ne pas vous arrêter à ce moment-là. Si vous ne vous arrêtez pas là, vous ne vous arrêterez jamais. Parce que vous n'aurez aucune raison de vous arrêter, vu que vous avez considéré que vous n'aviez pas de raison de vous arrêter au moment où vous aviez toutes les raisons de vous arrêter. Donc vous continuerez indéfiniment. Mais vous n'êtes ni immortel, ni infaillible. Pas immortel, ça veut dire que vous ne verrez pas la fin puisque c'est votre mort qui met un terme à l'histoire. La vôtre auteur, ou la vôtre spectateur. Et donc elle ne se présentera jamais comme un accomplissement dans votre imaginaire. Pas infaillible, ça veut dire qu'au bout d'un moment, vous ferez de la merde et vous gâcherez votre œuvre. À la faveur de cette détérioration, vous serez déprogrammé. Il y a honnêtement des tas de raisons de ne pas faire de suite après fin fermée, et des tas de contre-arguments aux raisons pour en faire. J'en ai donné plein dans ma vidéo sur Code Lyoko Evolution. J'en cite un seul autre. Il y a déjà dans notre monde plus de fiction qu'il n'en faut pour une vie non-stop de lecture ou de visionnage, y compris dans les registres spécifiques qui nous intéressent. Nous n'avons pas besoin dans notre vie de revoir Luke Skywalker et sa clique après sa victoire sur l'Empereur. Pire, ça nous enferme dans un imaginaire étriqué. Et je peux vous dire, pour avoir vu des centaines de séries pour notre émission, que c'est formidable d'être passionné par Code Lyoko, mais que c'est vraiment dommage de s'enfermer dans la passion pour cette série spécifique. Il y a plein d'autres choses incroyables qui élargissent notre imaginaire. Nous avons toujours fait savoir à quel point nous détestons cette pratique des suites après fin fermée. Elle figure en numéro 1 dans notre premier top 10, des recettes les plus foireuses dans les dessins animés, et nous considérons véritablement que c'est ce qu'un auteur peut faire de pire dans une histoire. J'ignore si nous aurons effectivement l'occasion de faire une vidéo thématique sur les suites après fin fermée, mais franchement, je crois pas. Il y a du pour, c'est que nous avons des choses, beaucoup de choses à dire dessus, mais il y a surtout du contre. Outre que nous avons déjà beaucoup abordé le sujet dans d'autres vidéos, notre point de vue dessus est très tranché, absolument sans nuance, et probablement désagréable à écouter. Or nous ne souhaitons pas être dans la provocation. Au cas où cette vidéo serait la seule et unique occasion de le faire,
Je vous donne donc un exemple qui m'a marqué au collège, qui me sert de boussole et qui devrait être à l'esprit de tous les perfectionnistes. Le chef-d'œuvre inconnu, une nouvelle de Balzac. Dedans, les peintres historiques Poussin et Porbus interagissent avec un peintre fictif, Fraunhofer. Fraunhofer est un génie de la peinture. C'est même un être abstrait. Il est Skenanjiro dans Prince of Tennis, Buddha dans Initial D ou Sai dans Hikaru no Go. Il est une certaine définition de la perfection. Malgré son grand âge, son talent et son expertise sont indéniables. En 3 coups de pinceau, il transforme le déjà génial tableau de Porbus en une sorte d'expérience visuelle sublime qui donne à l'homme une idée du divin. Fraunhofer travaille depuis des années sur l'œuvre de sa vie, La Belle Noiseuse, le portrait en pied d'une femme, dans lequel il insuffle tout son talent, qui est infini, et toute son expertise, qui est irréprochable, pour atteindre la perfection picturale. Mais le jour où il se décide à montrer son tableau à Poussin et Porbus, ceux-ci n'y voient qu'une infâme croûte avec des couleurs entassées les unes sur les autres à la n'importe quoi. Supposant d'abord que le vieillard a perdu la raison, il remarque un pied de femme sublime dans un coin de la toile et comprennent ce qui s'est passé. Fraunhofer a peint sa Belle Noiseuse, et il est venu un moment où elle était à couper le souffle, d'un niveau d'aboutissement dépassant l'imagination. Mais la perfection n'existant pas, il était toujours possible d'ajouter ça et là des retouches pour la rendre encore meilleure. Alors, bien que son tableau était fini, Fraunhofer a continué sa peinture. Il a ajouté des retouches, et des retouches, et des retouches, encore et encore. Ces retouches étaient très certainement expertes, et Fraunhofer, le nez dans le guidon qu'il était, continuait de comprendre ce qu'il faisait et de voir le tableau avec la cohérence qu'ont les retouches dans son esprit. Mais le mieux est l'ennemi du bien, et ces couches de peinture ajoutées font qu'au final, l'ensemble n'a plus aucune cohérence, et n'est plus qu'une bouillie. Le pied est le seul rescapé du désastre. Fraunhofer finit par prendre conscience qu'il a gâché son tableau, et se suicide. Faire un chef-d'œuvre inconnu est d'abord une préoccupation de perfectionniste. Ce n'est pas forcément flagrant dans le produit fini, mais lorsque nous montons nos vidéos, nous faisons des tonnes d'ajustements au niveau du son et du rythme d'enchaînement des images, et ce travail de précision nous inspire toujours la terreur sourde de faire, comme Fraunhofer, la correction de trop qui rend l'ensemble moche et d'avoir trop le nez dans le guidon pour nous en rendre compte. Mais cette nouvelle est pour nous une bonne métaphore de ce que font les suites après fin fermée à l'œuvre d'origine. Et encore, dans le cas où la compétence du créateur, comme celle de Fraunhofer, n'est pas remise en cause en elle-même. Terminator 2 est très populaire, mais sous ses couleurs chatoyantes, la beauté du 1 ou Skynet, alors qu'il a déjà perdu la guerre, envoie dans son dernier souffle un Terminator dans le passé pour découvrir que même l'intelligence artificielle toute puissante ne peut pas échapper à son destin, de ça il ne reste même pas un pied dans le 2. Ce n'est pas le contenu de ces suites le problème. Je me fiche au fond que Code Lyoko Evolution soit très mauvaise. Au contraire d'ailleurs, ça ne fait que rendre le problème de son concept plus apparent. Le fait que ces suites servent généralement à faire prendre une tournure plus négative aux événements n'est pas non plus le problème. On n'aime pas ça, mais la fin de la dernière saison de Castlevania, d'une positivité presque obscène, nous fait le même effet. Le problème, c'est la détérioration. Bien sûr, Fraunhofer aurait pu commencer à gâcher son tableau avant même de l'avoir fini. De la même manière, la fiction peut vaciller ou succomber à des risques qu'elle a pris avant même la fin de l'histoire. Mais cette prise de risque est inévitable. Faire, c'est prendre le risque d'échouer. Or tant qu'on n'a pas fini, faire est nécessaire. Le crime de Fraunhofer n'est pas d'avoir échoué. Il est de ne pas s'être arrêté quand il était temps. C'est pour ça qu'il se suicide. Et donc, quand on a la chance d'avoir pu finir son histoire et qu'elle tient la route, même si on a loupé des trucs, même si on n'a pas pu tout mettre, on doit s'arrêter. Un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Quand sait-on que c'est fini? À un moment, on s'arrête. Je m'arrête là sur ce sujet. Je conclue juste sur cette rubrique. Parfois, vous avez des œuvres que le contexte vous rend intolérable. Je sais par exemple que les saisons récentes des Mystérieuses Cités d'Or suscitent ce genre de révulsion. Je suis convaincu que c'est à tort, mais je comprends très bien le sentiment éprouvé par ces personnes. Honnêtement, dans les exemples que j'ai cités, je pense qu'il y a objectivement un effet saison tardive, un cynisme, une autosatisfaction palpable qui gangrènent l'œuvre et qui sont une bonne raison de leur préférer la fraîcheur d'œuvre originale. Surtout si, en plus, ces saisons tardives sont des suites après fin fermée. Donc, qu'est-ce qui fait qu'un mauvais dessin animé est mauvais ? De façon très générale, il est mauvais quand c'est un produit défectueux. La directive européenne du 25 juillet 1985 définit le produit défectueux, au regard du droit, comme celui qui n'offre pas le degré de sécurité qu'on pourrait légitimement attendre de lui. Bah les dessins animés c'est pareil. Un dessin animé est mauvais s'il ne répond pas aux attentes qu'on peut en avoir. Et on peut en avoir des attentes, on peut et on doit. Je vous ai dit que nous étions plutôt bon public. Je vous ai dit également que les commentaires sur la vidéo Ben 10 me reprochaient de ne pas avoir compris que la série était pour les enfants. Croyez pas que je fais une fixette sur Ben 10, c'est juste que c'est une vidéo pour laquelle j'ai reçu nettement plus de commentaires. Cette affirmation part du principe qu'il ne faut avoir aucune attente vis-à-vis de la fiction jeunesse, ou pas beaucoup. C'est faux, c'est d'autant plus faux que la fiction peut jouer un rôle très important dans la vie des gens. Elle participe à la construction de notre imaginaire et de notre univers intellectuel. Les histoires qui nous sont racontées tout au long de notre vie ont un impact sur notre façon de penser, de parler, d'envisager l'existence. Cet impact justifie d'avoir des attentes, des besoins, de vouloir être satisfait par la nouvelle histoire qu'on vient d'entamer. Il faut savoir raison garder vis-à-vis de ces besoins. Comme dit précédemment, la fiction peut avoir pour objectif de nous bousculer, de nous mettre mal à l'aise, d'être l'histoire qu'on avait besoin de ne pas entendre, mais dont l'auteur a considéré que le monde serait mieux si on l'entendait quand même.
Cette démarche peut avoir sa part de malveillance, mais elle reste respectable et salutaire, et d'ailleurs beaucoup vous diraient qu'une œuvre qui compte est nécessairement dans ce cas de figure. C'est pourquoi, comme je le disais précédemment, la posture anti-science de Flipper et Lopacan ne devrait peut-être pas être considérée comme un défaut, et c'est pour ça également que je n'aurais pas voulu faire de vidéos négatives sur des séries qui nous ont juste débecté sur le fond, ou des séries pour lesquelles on n'est pas totalement capable de déterminer quelle part cet aspect a pris dans notre appréciation. Nous essayons de faire la part des choses entre les besoins qui proviennent de notre sensibilité personnelle et les attentes qu'une œuvre suscite légitimement, pour reprendre le vocabulaire du droit européen. Avoir des attentes un peu sérieuses ne rend pas nécessairement aigri et sévère. Nous, ça ne nous empêche pas d'être bon public. Simplement, ces attentes peuvent être contrariées, et c'est ce qui caractérise un dessin animé qui est mauvais. Si on veut être plus précis, et si on suit le raisonnement que j'ai tenté de mener tout au long de cette vidéo, ce jugement peut avoir plusieurs causes. L'œuvre peut tout simplement ne pas avoir émergé de la mélasse par manque de qualité, susciter la colère ou la déception parce que ses trop nombreux défauts sabotent sa base prometteuse, être traversée d'antagonismes et de contradictions qui nuisent à sa cohérence, ou tout simplement être ivre d'elle-même, recouverte de taches de couleur informes par quelques Fraunhofer qui croyaient faire toujours mieux. Pour finir, je vais vous faire un aveu. J'ai écrit cette vidéo d'une traite et complètement au feeling. J'ai donc beau avoir dit des choses concrètes sur les séries, j'ai au final surtout parlé de moi-même indirectement et vous ai livré quelque chose de beaucoup plus personnel que d'habitude. Ainsi, en accord avec la nature inhabituelle de ce dernier numéro peut-être provisoire de ces dessins animés-là qui ne méritent pas qu'on s'en souvienne, au-delà de toutes les considérations très générales que je vous ai proposées sur les mauvaises séries, et de toutes les considérations particulières que j'ai livrées dans mes 14 singles précédents au cours des 14 dernières années, je souhaite terminer sur ceci. J'espère que ça vous a plu. Il nous racontait que l'adversité c'est un tremplin pour mieux s'élever, qu'essayer, réessayer 1000 fois ça finit par ouvrir toutes les voies, que même en étant tous très différents on pourrait survivre en s'entraidant, que d'ailleurs on s'amuserait bien plus ainsi qu'en étant tous pareils on s'ennuie. Ces dessins animés-là qui méritent qu'on s'en souvienne nous apprennent à écouter l'enfant qu'on voudrait toujours être resté. Ces dessins animés-là qu'on se remémore à peine, mais qui révèlent en l'âme qu'on avait, on construit l'adulte qu'on est.